suite pour ce nouveau podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la restauration. Un jour, j'ouvrirai mon restaurant, parce que qui n'a pas un jour rêvé d'entreprendre dans la restauration, de tout plaquer, de lancer sa propre enseigne. Mais là où 7 restaurateurs sur 10 échouent et finissent par fermer leur business au bout d'à peine un an, ici, je suis en présence de 2 restaurateurs qui ont réussi et qui ont franchi le pas et qui aujourd'hui gèrent leur business au quotidien. Donc, comment ont-ils fait? Quels sont un peu les secrets et les coulisses de ce succès? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous. Donc, écoutez, je propose que pour commencer, vous présentiez, en 2 secondes, vous disiez, du coup, vous parliez de votre enseigne. Aujourd'hui, tu es fondateur de la plateforme Stock Market et avant ça, tu as monté un restaurant qui s'appelle Kitchen Paris. Je vais essayer d'en dire un peu plus là-dessus. Eh bien, donc ce restaurant, on l'a ouvert avec Marc Grossman, qui était mon associé il y a 10 ans maintenant. C'était en 2009. Lui, il avait déjà lancé Bob's Juice Bar, on avait Bob's Kitchen et Bob's Bake Shop. Puis on s'est séparés il y a quelques temps et maintenant, ça s'appelle Kitchen Paris. Et donc, moi, j'étais parti en Amérique du Sud et il y avait des bars à jus un petit peu partout. Et quand je suis revenu, c'était en 2006, je me suis dit, je vais lancer mon bar à jus et petite restauration. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à Paris. Il y avait effectivement le Juice Bar de Marc, il y avait quelques. Et je pense que d'ailleurs, One Juice, si je ne dis pas de bêtises, il y a One Juice, qui est aujourd'hui le fondateur de Snapshift. Et donc, quand j'ai rencontré Marc, je lui ai dit, écoute, je veux faire la même chose que toi. Il m'a dit, il y a de la place à Paris. Et on a fait une opération ensemble au bon marché pour un bar à jus éphémère. Puis j'ai trouvé un local et je lui ai proposé de s'associer. Donc tout a démarré à ce moment-là. Et voilà, donc ça fait maintenant plus de 10 ans. Et puis, donc je me suis séparé de Marc pour lancer Stock Market, qui est une place de marché pour les restaurateurs. Partie du constat que c'était compliqué de faire le sourcing, de trouver les bons fournisseurs et aussi des fournisseurs de qualité. Comme JB, qui fait du super café de dose, ça permet de passer la main. Justement, donc Jean-Baptiste, tu es donc le cofondateur, si je me souviens bien, du Café de Dose à Paris. Et donc, alors nous, du coup, je vais essayer d'être concis également. On est donc Dose Paris, donc on a 2 cafés de quartier dans Paris. En 2013, pour faire un petit peu l'historique également, je suis associé avec mon cousin Grégoire qui est revenu en 2012 de Londres. Avec un constat assez flagrant que le bon café à Paris n'avait pas sa place. Et donc, c'était déjà très développé dans les pays anglo-saxons. Et donc, on a voulu vraiment ouvrir un café de quartier dans lequel on allait remettre en avant ce produit qui était trop laissé de côté pour les mauvais cafés. Et donc, on a ouvert notre premier café dans le 5e arrondissement, au Mouffetard. Dans le but justement d'avoir une clientèle un petit peu large, c'est-à-dire qu'on est dans un quartier qui est à la fois étudiant, un petit peu résidentiel, mais également touristique. Et donc on avait une clientèle qui était assez familière avec les touristes aux produits café de spécialité. Et donc on a donc au bout d'un an eu cette envie de continuer le développement. Donc on a ouvert un 2e café dans le 17e. Et aujourd'hui, donc, on a ces 2 cafés de quartier. On a un labo qui nous permet en fait d'approvisionner nos établissements, parce qu'on fait tout maison chez nous. Donc, on fait nos pâtisseries, donc on est torréfacteur, comme vous disiez. Et donc, en fait, on a vraiment cette capacité avec le laboratoire d'approvisionner nos 2 établissements, 2 futurs établissements. Et on a également une grosse clientèle B2B sur la partie pâtisserie pour tout ce qui est événementiel et restaurateur. Et sur la partie café, on a une grosse clientèle de restaurateurs, une cinquantaine de clients restaurateurs et pas mal de bureaux qui nous achètent le café issu de notre torréfaction. Très bien, c'est très clair. Et du coup, on va rentrer dans le grand vif du sujet, donc l'entrepreneuriat. On va commencer avec toi, justement, tu parlais de ton frère, ton cousin, par contre, qui était donc parti à Londres, qui est revenu en disant pourquoi est-ce qu'à Paris, c'est plutôt du café. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu faisais avant, en fait, de monter Dose Café? Parce que je peux comprendre que tu avais eu un parcours qui n'était pas du tout dans la restauration. J'avais un parcours pas très conventionnel, j'étais pas très scolaire. J'ai fait des études en alternance pour rassurer et faire plaisir à mes parents. Et donc, j'ai travaillé dans l'importation de bois exotiques. Et ensuite, du coup, j'ai rejoint mes parents dans une entreprise familiale de broderie textile. Et donc, je n'étais clairement pas épanoui dans ce créneau. Et donc, j'ai créé une petite marque de prêt-à-porter avec
avec mon meilleur copain à Noirmoutier, qui marchait très fort l'été, mais qui plongeait au mois de septembre. Donc voilà, j'avais vraiment cette envie d'entreprendre, j'avais vraiment cette envie de créer quelque chose. Mais je me cherchais pas mal, j'avais une certaine appétence à la restauration, donc j'étais en coloc avec Grégoire, mon cousin, qui travaillait sur ce projet et qui, comme tout associé, tout entrepreneur, pardon, a besoin de pouvoir échanger sur ces sujets. Et donc, il me sollicitait énormément sur le choix du local, le choix du nom, le choix des couleurs. Enfin, il y a une multitude de sujets sur lesquels il me sollicitait. Et jusqu'au jour où j'ai failli franchir le pas de travailler de façon un petit peu plus sérieuse et définitive avec mes parents. Et donc, j'ai débriefé un rendez-vous à Grégoire et il m'a dit, mais en fait, tu n'as pas du tout envie d'y aller. À t'entendre, tu n'as pas envie d'y aller. Donc, pourquoi tu viens pas bosser avec moi, quoi. Et donc, ça a été une évidence. J'avais une petite expérience d'entrepreneuriat, j'avais quelques expériences dans la restauration, parce que, comme je disais avant, j'avais une certaine appétence. J'ai de la famille de la restauration, mon frère est chef. On a de la famille hôtelière. Et donc, j'avais pas mal travaillé chez les traiteurs, etc. Donc, j'avais une certaine appétence et entrepreneuriale et de restauration. Donc, on a foncé. J'ai rejoint Greg, du coup, 2 mois avant que le café ouvre. On a ouvert le café ensemble. On s'est laissé 1 an pour travailler ensemble de façon à vraiment comprendre si c'était jouable. Et puis, l'aventure était partie. Moi, je pense qu'à l'inverse de JB, j'ai rapidement su que j'allais ouvrir un resto et que j'allais me mettre dans la restauration. Ce que je disais, je le dis souvent, mais à 16 ans, mon premier job, c'était livreur de pizza. Et en fait, à chaque fois que j'avais du temps libre, que j'avais des vacances, j'y retournais. Et donc, ce qui me plaisait, finalement, c'était le contact avec les clients, le rush, le sentiment, voilà, c'est speed, il faut contenter tous les clients. Puis j'aimais bien, je crois, le sentiment tu vois, tu finis le boulot, et puis tu as un sourire, tu as directement en fait, le résultat de ton travail, qui est parfois dans une grosse boîte, en fait, tu le vois pas. Donc c'est très concret, j'ai l'impression voilà, que c'est un métier où on ne peut pas trop tricher. C'est la simplicité, puis le rapport humain. Et donc, bref, à 26 ans, donc après j'ai enchaîné quand même, j'ai fait de la pizzeria, puis j'ai fait de la restauration, à chaque fois des petits jobs. Moi j'ai fait des études aussi, mais entre-temps je faisais toujours ça. Et puis, donc à 26 ans, donc après, voilà, l'Amérique du Sud, je me suis dit, je vais monter mon resto. J'ai essayé de faire des stages quand même en finance et des trucs, je me suis dit, putain, c'est pas pour moi. J'étais en costard et tout sur le parvis de la Défense, je me dis, non, mais je n'ai rien à faire là. Le premier jour où je suis sorti du métro, il y a un souci, là, je suis pas à ma place. Et donc, voilà, après, j'ai rencontré Marc. Ça m'a permis, je pense, d'avoir peut-être prendre confiance en moi, de dire, il y a quelqu'un qui m'accompagne, peut-être, comme je dis avec son cousin. On n'est pas tout seul, il y avait quelqu'un qui avait déjà un resto, ça me paraissait assez évident qu'on était complémentaires, donc ça m'a permis de me lancer. Vous avez eu la chance quand même chacun, tous les deux, d'avoir eu quelqu'un qui était quand même là pour vous accompagner là-dedans et pour se lancer là-dedans. Mais justement, qu'est-ce qui vous a surpris du coup? Parce que du coup, c'est intéressant d'avoir à la fois toi qui tu savais depuis longtemps que tu voulais te lancer dans la restauration, et toi, JP, qui est mettre dedans un peu plus l'idée est plus venue de ton cousin. Quand vous vous êtes lancé, parce que du coup, je pense que vous avez tous venir de 2 parcours différents, vous étiez tous les deux aussi enthousiastes. Qu'est-ce qui vous a vraiment surpris en fait? Qu'est-ce qui vraiment, parce que j'imagine que ça n'a pas été simple au début, il y a des moments où ça a été plus difficile que d'autres. Quelles ont été les principales difficultés quand vous vous êtes lancé justement? Les principales difficultés, c'est que du jour au lendemain, on se retrouve chef d'entreprise, et je pense que en fait, la masse de trucs à faire, c'est que voilà, très vite, en fait, il y a énormément de choses à gérer. Un jour, on est plombier, un jour, on est à la banque, on doit gérer le financier. Un jour, il y a des arrêts maladie, on est RH, on doit gérer tout ça, des grèves, enfin, c'est une montagne de trucs, je pense, qui nous tombent dessus. On n'est pas encore forcément préparé. Donc, ouais, tout ça c'est compliqué. Puis, bon, moi, j'avais quand même à la fois la chance de démarrer avec un associé, mais moi, je pense que de toute façon, il y a plein de complications tous les jours. Et donc, ouais, ça, c'était devenir chef d'entreprise du jour au lendemain et devoir gérer les gens, et devoir parfois dire des choses qui fâchent, devoir de manager des gens. Ouais, je pense que c'était, je crois que tout restaurateur pourra dire, je pense que le plus difficile, c'est l'humain, c'est gérer les gens. Et ça, ouais, c'était, avec tous les autres problèmes, c'était assez intense, quoi, très vite, avec des journées très longues.
Moi, la partie entrepreneuriale, ayant eu une petite expérience avant, je rejoins complètement ce que dit Amaury sur la gestion de l'humain qui est compliquée dans nos métiers. Mais c'est vrai que ce qui m'a surpris le plus donc, de notre produit qui était le café dont je parlais tout à l'heure, ça a été vraiment de familiariser les Parisiens avec du bon café. C'est-à-dire que vraiment, on leur faisait goûter un Saint-Émilion et ils nous demandaient la villageoise. Enfin, c'était vraiment le comparatif est flagrant. Et du coup, ça a été vraiment très compliqué. Et donc, on était vraiment en train de faire un travail de fond pour faire prendre conscience aux Parisiens que ça faisait 15-20 ans, enfin, je ne sais pas comment c'était, ils buvaient un très mauvais café et que là, en fait, on était en train de leur servir un très bon café. Et ça a été vraiment assez surprenant. Et puis, la difficulté de faire rentrer du monde dans son restaurant, parce que vraiment, le monde attire le monde, c'est pas une phrase toute faite, c'est une réalité. Et à partir du moment où tu n'as personne chez toi, personne ne rentre. Et c'est vraiment dur. Et ça, vraiment, nous, on a vraiment mis 1 an à réussir à fidéliser une clientèle, à réussir à faire venir du monde. Et puis après, on peut de la machine est lancée. Et ça, je trouve que quand on ouvre son restaurant, parce que c'est le sujet principal, c'est vraiment la plus grosse difficulté, c'est de réussir à faire rentrer du monde, à fidéliser les gens, parce que bah, le coup tombe très vite, quoi. On est en permanence scruté sur tout ce qu'on fait, et donc on doit être, on a une chance de faire une première bonne impression, quoi. Et c'est une réalité, et donc ça a été quelque chose d'assez dur, et qui permet derrière de se développer quand tu as cette chance d'avoir réussi à trouver le curseur pour faire rentrer du monde chez toi. Parce que, en fait, j'ai l'impression que, je suis sûr qu'une entreprise, un restaurant, comme toute entreprise, il faut avoir une vraie proposition de valeur et il faut convaincre là-dessus. Donc, toi, du coup, dans ton cas, c'était le café qui était habitué les Parisiens à un bon café, alors qu'aujourd'hui, on boit de la villageoise de café, on l'utilisait. Et du coup, comment est-ce que tu as fait alors de convaincre comment est-ce qu'on fait quand on est restaurateur, au début, effectivement, quand il n'y a personne qui vient et qu'on est comme une entreprise et qu'on n'a pas fait de communication, enfin, comment est-ce qu'on fait de la communication, comment est-ce qu'on fait venir les gens, comment est-ce qu'on fidélise au tout début quand on se lance? En essayant en permanence de se remettre en question, en essayant de faire évoluer en permanence son lieu, en faisant évoluer sa carte, en étant beaucoup moins exigeant sur certains aspects, c'est-à-dire que l'espresso parfait, il avait une certaine recette, et ben on doit la faire évoluer en mettant peut-être, en bougeant légèrement les lignes, parce que on peut pas être aussi brutal quand on parle d'un sujet aussi important que le café. Ça peut paraître surprenant, mais c'est vraiment un sujet. Enfin, tout le monde boit du café le matin, tout le monde boit un café au restaurant. Enfin, et donc bouleverser les codes aussi brutalement que ce qu'on aurait aimé faire au début, et ben, il faut accepter de le faire évoluer, il faut accepter de faire des micro-réglages en permanence, il faut être hyper tenace, il faut vraiment s'acharner, quoi. Enfin, vraiment, nous, on était vers 7 sur 7, on faisait ouverture, fermeture, on faisait des travaux la nuit, enfin, on était vraiment acharnés, parce qu'on on avait vraiment cette envie et cette volonté que ça réussisse, quoi. Et donc ouais, il faut faire évoluer ton shop, il faut interroger tes clients pour savoir pourquoi ils prennent pas tel ou tel produit et puis en changer. Il ne faut pas rester buté, quoi. Faut être extrêmement ouvert, faut être extrêmement agile. Et ça, on pourra en parler plus tard, mais je trouve que l'agilité, c'est important dans tous les métiers, mais dans la restauration, c'est vraiment encore plus à l'ouverture, mais même au bout de 6 ans. Hein. Enfin, nous, vraiment, on est en permanence en analyse de ce qui va, ce qui ne va pas, pour pour se renouveler en permanence. Justement, Amaury, tu disais aussi que, d'ailleurs, je le disais aussi, mais vous parliez de la gestion de l'humain. Vous parliez que c'est ça qui nous a vraiment surpris, la première difficulté, c'est que d'un coup, je vous vous êtes chef d'entreprise, vous devez gérer l'humain. Et moi, j'aimerais te poser la question, à toi d'abord, du coup, Amaury, est-ce que le fait d'avoir quelqu'un avec soi, d'un côté, ça facilite le travail parce que la personne peut aussi déléguer, enfin, peut aussi faire le sac de boulot quand vous n'avez pas envie de le faire, c'est juste un truc à assurer.
Mais en même temps, ça veut dire aussi que vous devez gérer une autre personne avec vous, une personne qui a les mêmes pouvoirs que vous, une personne qui est en même temps votre égal. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait, du coup, comment est-ce qu'on gère cet aspect-là quand on est avec une autre personne? Parce que certes, ça permet de déléguer le travail, mais ça veut aussi dire qu'une décision se prenne à deux, que parfois vous n'êtes pas d'accord, que parfois c'est l'un ou l'autre qui a fait ça le boulot, et comment est-ce qu'on gère ça? Alors déjà, je pense que dans le choix du partenaire, enfin de l'associé, nous, c'était assez évident qu'on était extrêmement complémentaires. Donc, je pense que quand on fait le choix de s'associer avec quelqu'un, il ne faut pas partir sur quelqu'un qui a les mêmes compétences que nous. Sinon, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc, déjà, ce que je dirais, le premier conseil, c'est réfléchissez bien avec qui vous associez. Et c'est pas juste parce que c'est mon copain. C'est moi, Marc, c'est pas mon copain. On s'est connus voilà, parce qu'on avait des valeurs communes, on avait une envie commune par rapport au concept, etc. Mais typiquement, Marc, c'était voilà, c'est toujours un créatif. Et moi, j'étais plus dans la gestion. Donc, on avait voilà, très complémentaires. Et puis, du coup, très vite, ce qu'on s'est dit, c'est toi, ton champ de décision, c'est ça, ça, ça. Et moi, ça va être ça. Et on essayait de ne pas se marcher dessus, quoi. C'est-à-dire que, typiquement, je peux donner mon avis, d'accord, sur une recette, n'importe quoi, même si c'est pas moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il faut la travailler encore. Mais par contre, la décision finale, c'est toi qui la prendras. C'est-à-dire que si tu es satisfait de telle recette, même si je trouve que moi, je ne suis pas forcément du même avis, je te laisserai en décider. Et donc, moi, c'était aussi tout ce qui était aussi financier. Par exemple, si je disais, on ne va pas sur tel deal ou sur tel fonds de commerce, parce que je pense que ce n'est pas une bonne idée, et voilà, c'est moi qui prenais cette décision-là. Et donc, naturellement, je pense qu'il faut très rapidement poser les bases de cette association, presque faire un pacte d'associés, ça c'est aussi important, et de se dire, voilà, ton champ de décision, c'est ça et ça. Et des désaccords, il y en aura, forcément. Il y a je pense, des conflits, nous on en a eu plein, ça arrive tout le temps, et c'est sain si ça débouche sur une décision qui fait avancer la boîte. C'est-à-dire que si c'est du conflit en permanence et ça n'amène à rien, oui, il y a un problème. Peut-être que vous n'êtes pas les bons associés, quoi. Mais si en fait ce conflit débouche sur une décision qui fait mûrir le business, je pense que cette association elle est féconde, quoi. Donc voilà, c'est peut-être le premier conseil que je dirais, c'est voilà, faites ça, trouver un associé complémentaire et poser les bases dès le début, quoi. Et du conflit en aura. Une espèce de charte, effectivement, de l'association dont tu parlais. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut mettre il y a des moments où vous êtes tenté de prendre les choses pour toi-même. En fait. Justement, il faut un peu mettre l'ego de côté et dire, oui, bon, ça va être mon idée, son idée est quand même. Je comprends pourquoi son idée est quand même plus logique, et du coup, il faut essayer de mettre de côté les émotions, et au contraire, de se concentrer sur la partie qu'est-ce qui compte pour le business. En fait, je pense que c'est ça, c'est toujours cette question qu'il faut avoir en tête. En fait. Et puis après, je rajouterai quelque chose à tout ça. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais moi, je n'ai pas fait ça dès le début, et je l'ai fait pour Stock Market. On a créé un sorte d'advisory board dès le début avec des gens bienveillants qui ne sont pas forcément ni nos copains, des gens qui avaient envie de nous aider. Et finalement, comme on était, je pense que vous êtes deux et on était deux, c'est pareil. Puis aujourd'hui, on est deux dans Stock Market, de pouvoir nous permettre de prendre du recul. C'est-à-dire des personnes qui ont des compétences différents, des experts dans divers domaines, et donc on a choisi, et qui vont nous amener à nous poser des questions, et si on est en désaccord, nous aider peut-être à trancher, c'est pas eux qui vont prendre la décision, mais ils vont émettre une opinion, et je pense que le fait, voilà, quand on est deux, je sais qu'il y en a dans les business qui donnent 1% à telle personne et 1% à telle personne, juste pour pas être deux dans le business, donc ça c'est aussi une possibilité qui me paraît justement être assez intéressante. Alors attendez, je voudrais comprendre qu'il y a un petit problème sonore, parce que je vais après les retours qu'on me fait dans mon oreillette, et qu'on voit ici. Du coup, je pense qu'on va passer sur un autre format, où on va se prendre un autre micro et on va se faire passer. C'est marrant. Donc, le fait d'avoir un micro, ça fait que les gens, par contre, n'entendent pas très bien. Donc... Hop là. Alors, est-ce que le son fonctionne? Je regarde vers mon équipe pour voir si le son fonctionne. Excusez-moi pour cette petite interruption. Hop. Ok, c'est bon. Donc là, du coup, apparemment, le son est bien mieux. Excusez-moi encore pour cette petite interruption. Bon, vous savez, les problèmes techniques, ça nous arrive à tous, même dans les meilleurs studios. Donc, GB, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou Je suis du coup assez d'accord avec ce qu'Amaury a dit sur le principe de complémentarité. Nous, je pense qu'on a été beaucoup moins mature que toi sur la partie répartition des tâches et organisation et
prise de décision. C'est-à-dire que toi, je pense que donc ton associé qui était un petit peu plus âgé t'a apporté peut-être cette sagesse et ça c'est vraiment un conseil hyper important. Donc j'espère que vous avez quand même bien entendu ce qu'Amaury a dit avant parce que c'est un conseil très important. Je pense que le fait de se répartir les tâches et d'écrire qui décide sur tel ou tel sujet, même s'il y a un désaccord, parce que c'est dans le but de faire évoluer la boîte, c'est vraiment hyper important. Nous, on a été beaucoup moins, donc comme je disais, mature sur ce sujet. On avait une très grande complémentarité et on a toujours, et c'est ce qui est génial et c'est ce qui fait que on avance et ça, on s'en est rendu compte assez rapidement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si tout le monde a entendu, mais on a travaillé pendant 1 an ensemble avant de s'associer parce que vraiment, c'était hyper important de comprendre et casser une association, ça laisse toujours des traces personnelles et professionnelles. Donc, si vous avez l'opportunité de pouvoir travailler sur un projet, si vous rejoignez un projet existant en tant que salarié pendant 1 an ou autre, c'est quelque chose qui est hyper formateur et qui permet vraiment de comprendre, tout en écrivant ce qui se passera par la suite. C'est-à-dire, nous, on avait un deal de départ et moi, c'était le projet de Greg, comme je disais tout à l'heure, donc j'ai été salarié pendant 1 an, mais le deal était prévu, mais 1 an plus tard, on s'est associé sur les conditions qui avaient été prévues avant l'ouverture du premier café. Et ça, c'est quelque chose qui a été hyper formateur et qui a créé aussi une relation de confiance parce que c'est écrit, mais c'est pas juridique non plus. Donc, si ça marchait pas, on se quittait bons amis et on passait à autre chose. Là, vraiment, on a réussi cette association et on a réussi ce deal, donc c'est hyper positif et on en sort grandi. Aujourd'hui, on prend seulement le recul dont Amaury parlait juste avant et on est en train de mieux se répartir les tâches, surtout que maintenant, du coup, ça j'en ai pas parlé, mais on est 4 associés. On a ma femme Mathilde et Tim, un ami d'enfance qui nous a rejoint dans ce projet, qui nous ont rejoint dans ce projet en 2015, donc il y a bientôt 5 ans, pareil, en tant que salariés pendant 3 ans et demi, 4 ans, et qui sont associés depuis 6-8 mois. Et aujourd'hui, vraiment, on est en train, depuis quelques semaines, de prendre le recul dont Amaury parlait avant, de se répartir les tâches, de se répartir les prises de décision. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Mais il faut toujours que ce soit, comme disait Amaury, pardon de te paraphraser, mais c'est hyper important que ce soit toujours dans l'objectif de faire évoluer le projet. C'est-à-dire que les égos, faut vraiment savoir les laisser dehors. C'est extrêmement important. Mais réussir à débattre et à pas être d'accord sur un sujet, ça fait vraiment grandir la boîte, ça fait vraiment grandir les personnalités qui sont dedans et ça c'est incroyable. Mais vraiment l'association de complémentarité, c'est la base. L'association juste pour dire d'être associé parce qu'on veut pas être tout seul, mais si on n'est pas du tout complémentaire, qu'on est bon dans les mêmes choses et qu'on se dit on sous-traitera les choses qu'on sait pas gérer, ça, je pense que ça marche pas. Enfin, en tout cas, de mes expériences dans l'entourage et de la nôtre, je pense pas que ça fonctionne, quoi. Ok, donc une chose que vous avez bien faite, effectivement, c'était de bien sélectionner vos associés. Et à l'inverse, est-ce qu'il y aurait quelque chose là aujourd'hui, avec le recul, que finalement, si c'était à refaire, vous le referiez différemment finalement, c'est au moment où vous avez créé vos business. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose où vous vous dites, ah ouais, ça, en fait, c'était peut-être pas la meilleure décision qu'on ait prise ou que j'ai prise ou que ça, je le ferais peut-être un peu différemment parce qu'on s'entendait pas à quelque chose ou quelque chose que vous feriez différemment tout simplement? Moi, je le redis encore. Je pense que dès le démarrage, j'aurais probablement essayé, dans le démarrage en tout cas de mon resto, de m'entourer de personnes comme je le fais aujourd'hui pour ce nouveau projet, parce que justement j'ai appris de ça. Donc m'entourer de personnes dès le début et me forcer à peut-être à écrire un peu la vision, où on va, c'est quoi notre projet. Après c'est compliqué, hein. On construit au fur et à mesure aussi, mais déjà de se dire ok, c'est quoi le resto là, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, où je veux aller, je veux faire une chaîne, je veux faire un concept unique, j'en veux qu'un, j'en sais rien, voilà, je veux créer des multi-concepts. Donc il y a plein de stratégies possibles, il y en a pas de mauvaises, mais en réalité, moi j'ai l'impression en fait, on y allait au feeling, quoi, tout le temps. Et voilà, ça veut dire qu'on avait une authenticité, il y avait un concept authentique. Je pense qu'il y avait quand même un parti pris fort. Dans un restaurant végétarien il y a 10 ans, à Paris, il n'y avait rien. Même les banquiers ne voulaient pas nous financer. Ils disaient, faites une brasserie tradie, quoi, ça marchera mieux. Donc voilà, c'était compliqué. Il y avait un parti pris. Mais par contre, je pense qu'on ne s'est jamais posé. En fait, on se posait rarement
entre associés, se mettre autour de la table, comme vraiment je le fais aujourd'hui avec mon associé dans le stock market, et on s'assied à une table et on fait une roadmap, quoi. Et la roadmap, on la faisait jamais en fait dans un restaurant, et c'est dire en fait un restaurant c'est une entreprise, et toute entreprise doit avoir une vision et une stratégie. En fait. Moi j'ai l'impression que voilà, on manquait de cette vision stratégique, et il faut l'écrire, il faut prendre le temps et du coup le fait d'avoir un board, on s'oblige à se réunir une fois par trimestre, à donner un peu à notre board, voilà où on en est, voilà ce qu'on a accompli, voilà ce qu'on veut faire, voilà où on va, et vous pouvez mettre vos opinions là-dessus. Et je pense que ça, pour moi, c'est fondamental, et c'est quelque chose que j'ai pas fait au début. Et je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui se lancent justement sans avoir ce position, cette vision. Et je pense, pour moi, voilà, je le referai, je changerai ça, quoi. Je pense que ce que je ferais différemment, ça serait peut-être un petit peu plus délégué. Ça serait un petit peu plus prendre conscience de que certaines dépenses sont assez productives dans le développement. Nous non plus, on n'a pas écrit grand-chose. On avance vachement à l'intuition. Mais je trouve que c'est ce qui nous a forgé aussi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se sent aussi légitime quand on est dans nos établissements vis-à-vis des équipes. Et trop écrire, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au bout de 5-6 ans, on arrive à une maturité qui nous pousse à faire ce que tu viens de dire. Mais en fait, les 2-3 ans de main dans le cambouis pour un métier comme le nôtre, je trouve que c'est hyper formateur, quoi. Et ça, vraiment, je pense que si on avait pris le temps de trop se poser, de trop écrire la roadmap et compagnie, on en aurait peut-être perdu l'essentiel, qui était vraiment d'accueillir des gens, de faire l'opérationnel, de faire la plonge, de réparer des fuites, et finalement, évidemment, si tu te lances avec des moyens importants, écrire cette roadmap, rassurer des investisseurs, enfin c'est obligatoire, mais ça de toute façon je pense qu'on te laisse pas faire, on te laisse pas faire n'importe quoi à l'intuition quand derrière t'as des financiers. Mais si tu es autonome dans ton projet avec un associé ou deux, je trouve que la pénibilité de notre métier au quotidien fait qu'aujourd'hui, en fait, le recul qu'on prend depuis quelques mois, on le prend avec du plomb dans la tête, quoi, parce que vraiment, on a passé 5 ans à turbiner, et je pense que ça nous a vraiment fait du bien. Même si parfois c'était difficile parce qu'on travaillait comme des malades, on a fait énormément de concessions, parfois au détriment de notre vie personnelle, mais en même temps on était extrêmement bien accompagnés, on avait vraiment un entourage qui nous poussait, et ça, je pense que je déléguerais plus, pardon, hein, je déborde, mais je déléguerais plus, mais il n'y a pas grand chose que je changerais finalement parce qu'on a mis du temps, mais aujourd'hui on a des fondations hyper solides, quoi. Justement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais comment vous avez financé en fait finalement tout ça tous les deux? Si vous avez, c'est uniquement vos apports personnels, ou alors vous êtes allé, c'était toi, Amaury, qui parlait de la banque, du fait qu'ils ont refusé ton projet de restaurant végétarien, mais comment est-ce que vous faites du coup, comment est-ce que tu as fait du coup alors pour trouver les fonds si jamais la banque n'a pas voulu? J'ai fini par en trouver une qui voulait bien. Non, mais c'était, je pense que j'ai dû faire, je sais pas, entre au minimum 5 banques avant qu'il y en ait une qui me dise, on avait, je sais pas, j'avais 15 000 euros en poche. Franchement, j'ai à peu près toutes les économies que je pouvais, et je disais, je vais voir la banque, et il me disait, bah ouais, faudrait avoir 50% de la somme. Grosso modo, si on voulait emprunter 30 000, fallait qu'on amène 30 000. Moi, je pensais que j'amenais 20% ou peut-être 30%. Bah non, première affaire. Voilà. Non. En fait, donc on n'a pas démarré avec grand chose. Je rejoins JB là-dessus. C'est important de mettre les mains dans le cambouis. Hein. Je dis pas que je vais faire, tu vois, que j'ai tout délégué dès le début. Non, franchement, j'en ai bavé. Je faisais des journées de malade. J'ai tout fait, de la plonge. En plus, on n'avait même pas de la vaisselle pour te dire au début. Donc, on peut dire ce que c'était, quoi. Donc oui, c'est important, bien sûr, d'être dedans à fond. Et
je sais qu'aujourd'hui, voilà, je donnerai pas de nom, mais il y en a qui ouvrent des restaurants avec des millions. C'était pas du tout notre cas. Et je pense que ce qui fait aussi la réussite, et ce qui fait que JB il est encore là aujourd'hui et que nous on est encore là aujourd'hui, bah, c'est qu'on a un concept authentique qu'on s'est donné et qu'on a mis notre empreinte et notre voilà vraiment de l'authenticité là-dedans. Et c'est ce qui fait que ça existe encore. Et probablement un conseil, c'est faites quelque chose d'authentique, essayez pas de mal copier quelque chose. Faites un truc bien, mettez-y tout votre cœur et déjà il y a de fortes chances que ça marche. Mais pour en revenir à comment le financer, voilà, nous on est démarré avec peu de moyens et on avait la chance d'avoir un bail neuf où j'ai pas repris un fonds de commerce, donc on n'avait pas eu besoin de grand chose. Mais aujourd'hui, ce que vous pouvez même faire, et moi il y avait à l'époque, j'en avais pas conscience. Il y a des réseaux comme Initiative France, il y a des réseaux comme Réseau Entreprendre, il y a plein de réseaux d'entrepreneurs qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Moi, j'ai pas du tout tapé à la porte il y a 10 ans, mais aujourd'hui, j'en ai conscience que finalement, ça apporte beaucoup avec des entrepreneurs qui sont autour, qui peuvent être des restaurateurs aussi, et vous donner des conseils sur comment faire votre business plan pour aller à la banque, faire, je sais pas, tous les trucs de base avec les contrats de travail, un pacte d'associés, de faire tous ces trucs-là. Donc, vous allez être accompagné. Et en fait, si Initiative, Réseau Entreprendre, ces réseaux-là valident votre business plan, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un emprunt bancaire. Donc voilà, il faut taper à la porte de ces réseaux et ça vous aidera à structurer votre business plan et aller voir une banque et avoir un regard un peu plus solide là-dessus. Combien vous avez mis, vous pouvez nous dire combien vous avez mis tous les deux moi j'ai mis 15 000 euros, voilà, personnellement. Nous, on s'est financé aussi avec un petit peu d'apport personnel. On a tapé un petit peu à toutes les portes des proches pour essayer d'emprunter un petit peu d'argent. Et puis on a peut-être eu un petit peu plus de chance avec des rencontres de banquiers qui ont été un petit peu moins exigeants certainement. Et puis après, donc on s'est lancé avec un projet raisonnable, on va dire, dans un quartier aussi qui marchait. Donc ça, c'est à savoir aussi, c'est que nous, on a acheté un petit fonds de commerce, mais les banques aiment bien financer les fonds de commerce plus que des travaux ou plus que un an de trésorerie pour te lancer. Nous au début on vivait de pas grand chose, donc on se rémunérait pas, on n'était que deux, on n'avait pas de salariés, on n'avait pas, donc en fait on a démarré avec peu de moyens et aujourd'hui en fait c'est l'inertie de l'activité qui nous permet d'avancer, qui nous permet de rassurer les banques, qui nous permet d'aller taper à des réseaux comme la BPI qui nous a vachement aidé nous sur notre développement et qui nous accompagne encore aujourd'hui et en effet tout à l'heure je parlais je voulais pas dire que t'avais pas mis les mains dans le cambouis parce que je sais que là-dessus tu les as mis et je remets pas du tout ça en question mais ce que je voulais dire c'est que aujourd'hui, oui, je voulais parler des investisseurs, pardon. Sur les investisseurs, soyez vigilants, faites attention, parce que, comme disait Amaury, il y a énormément de réseaux qui sont plus du mentorat que de l'investisseur. Et en fait, quand on est dans nos métiers où on est, on n'est pas une startup du numérique qui va développer des millions très vite. On n'est pas on est un métier très concret où en fait on peut pas être tenu par des chiffres, par des financiers qui mettent pas les mains dans la plonge, comme tu disais. Et du coup, ces réseaux dont parlait Amaury, c'est des réseaux de mentorat. Et en fait, il faut vraiment faire la différence entre mentor et investisseur. Parce que un investisseur, ça sera jamais un mentor. C'est un mentor, il te donne des conseils pour t'aider à faire évoluer ton business sans intérêt personnel. C'est vraiment un entrepreneur qui a réussi, qui a envie d'aider des jeunes, qui a été aidé probablement ou qui n'a pas été aidé et qui se rend compte que ça l'aurait aidé à se développer. Et donc ça c'est vraiment extrêmement important et vraiment voilà, une fois de plus je rejoins ce que dit Amaury sur tous ces réseaux et vraiment nous on a participé au MoveJ qui est un mouvement pour les jeunes créateurs d'entreprises et qui vraiment apporte des conseils, mais aussi une énergie folle. Parce qu'en fait, on se rend compte que autour de nous, on a tous les mêmes problématiques. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'avec Amaury on se connaît, c'est que vraiment, c'est hyper important de graviter, de rencontrer, de se rendre compte qu'on n'est
pas les seuls dans le même bateau et ça donne une énergie, ça donne vraiment un pouvoir d'avancer qui est hyper important, quoi. Bien. Bah, écoutez, merci, c'était hyper intéressant sur cette partie création d'entreprise. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, mais vous inquiétez pas, on va y revenir en fin de webinaire. Là, c'est juste qu'on voit du coup un petit peu plus avancer sur la partie gestion au quotidien, parce que vous avez créé vos restaurants, vous êtes toujours là, vous n'êtes pas effondré. Donc du coup, maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez fait finalement? Quels sont les pièges finalement dans lesquels il est si facile de tomber pour que 7 restaurateurs sur 10 finissent par mettre la clé sous la porte? Comment est-ce que vous, au quotidien, vous gérez votre restaurant de façon telle à ce que ça fonctionne en fait? La question peut paraître simple, mais finalement, c'est un peu le but du webinaire finalement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que déjà les journées elles peuvent être très longues, on peut vite s'épuiser. Je pense que JB en a parlé, c'est qu'il faut savoir déléguer. Je pense à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de déléguer, c'est des tâches qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Enfin, quand je disais, moi je faisais la plonge tous les jours. Au début, j'avais tout le temps les toilettes. J'ai dit à un moment, c'est bon, il faudrait que si tu veux réfléchir un peu à d'autres choses, ça te prend énormément de temps, tout ça dans la journée. Donc, qu'est-ce que tu vas déléguer? C'est voilà, toutes ces tâches. Il faut réfléchir. Ami, tu fais le planning de ta journée et tu dis, ok, dans cette journée, ma journée qui dure 10 à 15 heures, quelles tâches je pourrais finalement facilement déléguer, qui soit à la fois sont pas compliquées, qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Donc, rapidement mettre ça, l'écrire, mettre des process en place pour que quelqu'un d'autre puisse le faire. Et moi, dans mon cas, même ça a été aussi passer les commandes. C'est aussi bête que ça, mais c'est souvent moi qui passais les commandes. Donc j'avais commencé à faire des tableurs Excel avec voilà ce qu'on commande chez tel fournisseur. Voilà, j'avais un tableur Excel finalement avec 15 onglets avec tous les fournisseurs, parce que parfois j'ai un fournisseur voilà pour le café, c'est un onglet de mon tableur Excel. Et donc j'ai essayé de rentrer les références avec avoir une idée des prix, mais bon, voilà, les prix changent tout le temps. Et donc j'ai essayé de déléguer, par exemple les commandes. Donc tout ça finalement, voilà, apprendre à déléguer. Il y a 10 ans de ça, je pense qu'il n'y avait pas tous les outils qu'on a pour les restaurateurs aujourd'hui. On aurait payé peut-être une licence, je sais pas moi, 3 000 à 4 000 euros l'année pour avoir une caisse, par exemple. Donc aujourd'hui, on paye un abonnement. Si on n'est pas content, on s'en va, comme pour Snapshift. Voilà, donc moi j'ai Snapshift, j'ai Tiller, j'ai des logiciels voilà qui me permettent d'analyser au quotidien voilà qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui se vend. On peut voir rapidement du coup les recettes qui marchent pas. On se dit est-ce que ça vaut le coup de faire une recette si elle marche pas? Donc on a tous ces outils d'analyse qui sont en plus souvent interconnectés. Et donc moi dans mon cas c'est pareil, comme j'expliquais, j'essaie de déléguer les commandes. Donc je me suis dit finalement c'est tout cet aspect de recevoir des prix sur ma boîte mail. J'avais pas les prix au moment où je commandais. Donc c'est l'idée de créer cette place de marché de restaurateurs. Souvent, je sais pas, par exemple, je sais pas si entre restaurateurs JB l'a fait, mais on va voir notre restaurateur pour dire tiens, tu commandes chez qui tel truc, parce que je trouve que c'est pas mal chez toi, tes gobelets ou tes trucs. Donc j'avais souvent des restaurateurs qui me venaient me voir en me demandant où est-ce que tu achètes ci ou ça. Donc je me suis dit il y a quelque chose à faire aussi au niveau des appros. Donc vous l'avez bien compris au niveau du planning, mais donc au niveau des appros, il y avait rien que je trouvais de bien. Il y avait des sites, voilà, j'en sais rien, Métro en ligne ou Transgourmet ou etc. Mais je trouvais pas vraiment les fournisseurs comme du café de spécialité, comme voilà des artisans aussi ou des produits locaux. Donc moi, d'où l'idée de lancer Stock Market, une place de marché de qualité pour les restaurants. Et donc voilà, aujourd'hui, on a des outils qui souvent, et en plus de ça, je reviens à Olivier, il était restaurateur avant, qui a fondé Snapshift. Donc on a été restaurateur, on sait ce que c'est, donc on va essayer de créer des outils qui vont vraiment permettre aux restaurateurs aussi de gagner du temps et puis de pouvoir mieux analyser leur business. Mais donc revenir à déléguer et puis je vais laisser JB. Et utiliser les bons outils. Alors, juste avant que tu passes les coachs, je suis juste intéressé par quelque chose, c'est quel poste du coup tu as recruté en premier alors parce que tu disais, du coup, tu as voulu déléguer des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Ouais. Du coup, quel est le premier poste que vous avez créé alors dans le restaurant? Déjà, nous, on a commencé, je crois qu'on était, j'avais 2 personnes avec moi, donc c'est essentiellement, nous, si tu veux, le concept du restaurant, c'est que on fait la cuisine le matin et le midi, on sert ce qu'on a préparé le matin. Donc, on coupe tous les légumes, etc. Donc, les personnes devaient être fondamentalement polyvalentes. Donc, c'est à la fois des cuisiniers, mais il fallait qu'ils puissent faire le service, faire un café, faire un jus, encaisser, servir à table. Donc, finalement, nous, c'est des employés, je vais dire, des personnes polyvalentes. Mais oui, ça pourrait être, ils savent cuisiner, clairement, fallait qu'ils sachent cuisiner. Comme je disais, au début, je faisais la plonge, je faisais un peu tout. Donc, c'est un peu le chaos au début. Je pense qu'il y avait même pas il y avait pas vraiment de. Aujourd'hui, tu vois, dans la cuisine, on a un qui est vraiment chef de cuisine et c'est lui qui forme les autres.
Donc on est un peu plus structuré là-dessus. Mais au début, c'était voilà, c'était finalement des gens polyvalents et fallait finalement qu'ils sachent un peu tout faire. Donc, mais aujourd'hui, c'est un peu plus structuré. Il y a dans mon resto, il y a 2 managers qui peuvent passer les commandes. C'est eux qui vont faire même le recrutement, qui vont fermer le restaurant le soir, qui vont passer les commandes. Et il y en a qui vont être plus voilà au service. Il y en a qui vont être plus. Donc, si tu veux, on a un concept de restaurant qui est pas finalement dans la norme. Donc c'est un peu, il n'y a pas le front office et les personnes en cuisine, quoi, la salle et la cuisine. Donc voilà, il fallait qu'ils sachent tout faire. Donc on avait 2 employés et il fallait qu'ils sachent un peu tout faire, quoi. Du coup, enfin, la question, c'était les pièges à éviter. Bah, c'est réussir à tout en étant dans l'opérationnel et en apprenant tous les métiers qui gravitent dans un restaurant, réussir à prendre du recul. Et ça, c'est vraiment, enfin, on le rabâche, hein, mais c'est un sujet important, c'est réussir à sortir la tête de l'eau, réussir à s'aérer un peu l'esprit, réussir à faire tous les métiers qui entourent, c'est-à-dire ça va vraiment de la plonge à la cuisine, au service, à la communication, à la plomberie, au ménage. Enfin, on a vraiment une multitude de métiers, à la créativité des recettes, à la veille sur ce que font les autres. Autour de nous, mais même à l'étranger, pour voir un petit peu comment on peut être différenciant. Et ça, c'est vraiment réussir à faire cet opérationnel en prenant du recul. C'est vraiment un jeu qui a été compliqué et qui, je pense, est hyper important. Donc en effet, on revient sur déléguer et processiser, c'est extrêmement important. Et puis vraiment rester hyper vigilant sur tous les curseurs de réseau, parce que les gens sont assez intransigeants, ils le disent quand ça va pas, ils le disent pas forcément quand ça va. Donc vraiment être hyper agile sur les différentes les différents retours clients, parce que finalement on se rend compte qu'on a peut-être 10% des clients mécontents qui vont le dire dans le restaurant, mais il y en a 90% qui vont rien dire, et puis dans ces 90%, il y en a X%, mais je n'ai pas les stats, mais qui vont derrière aller déferler sur les Google Reviews, sur les TripAdvisor. Et ça, en fait, faut l'utiliser comme une force. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On a vu des restaurateurs s'agacer, ce que je peux comprendre, parce que quand on est épuisé, quand on est fatigué, quand on se donne autant pour son établissement, réussir à garder la tête froide quand on lit des reviews absolument catastrophiques sur ce qui s'est passé, qui sont pas toujours justifiées, qui sont toujours parfois discutables, du moins, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister, et du coup il faut les analyser, il faut y répondre, il faut essayer d'identifier les signaux faibles pour les corriger, identifier les signaux forts pour aussi les utiliser comme une vraie force, remonter les infos à ses équipes. Enfin voilà, c'est vraiment réussir à être hyper vigilant et attentif à ces points-là. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous au début on était peut-être un petit peu moins vigilant, mais après c'était aussi peut-être moins important à l'époque. Aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et là, aujourd'hui, nous, on est en veille permanente sur ce qui se dit sur nous. On répond en permanence. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, quand on ouvre un établissement, la priorité, quoi. Et on a beau avoir le sentiment d'être les meilleurs, on n'est pas toujours les meilleurs. Quand on commence à recruter, à déléguer, on commence à avoir des équipes dont on peut, enfin voilà, se poser la question, est-ce que ça s'est réellement bien passé ou autre? Et vraiment, ça, c'est vraiment un sujet qui est dès le début hyper important à gérer, quoi. Ok. Alors pour parler de façon un peu plus concrète sur la gestion, enfin même ultra concrètement, donc dans la gestion d'un restaurant, j'ai envie de vous poser la question, quels sont les indicateurs de performance qu'il faut absolument suivre? Qu'est-ce que vraiment on doit suivre pour vraiment surveiller la performance de son restaurant, et quels outils on utilise? Tu en as mentionné quelques-uns tout à l'heure, mais du coup, voilà, quels sont les outils que vous utilisez, vous, pour gérer votre restaurant au quotidien? Voilà, moi j'ai des solutions digitales maintenant, mais effectivement on surveille les ratios, parce que dans un restaurant, je pense que j'imagine que la plupart le savent, mais grosso modo il y a le staff, c'est voilà un des coûts les plus importants.
et les appros. Et puis après viennent s'ajouter tout un tas d'autres, je sais pas, l'électricité, etc., le loyer. Enfin, il y a plein de coûts additionnels, mais il y a ces deux postes qui sont les plus importants. Donc effectivement, nous, on les surveille. Je le faisais même pas au début, je crois. Donc voilà, au début on naviguait un peu à vue. De toute façon, et je pense que je rejoins ce que dit JB. Au début, quand on rentre dans le restaurant, je me souviens que j'avais cette discussion et d'autres restaurateurs me disaient la même chose. Ils regardaient un peu les chiffres d'affaires tous les jours. Et ils disaient tiens, je comprends pas. Hier on avait plein de monde, aujourd'hui c'est vide. Donc il faut pas en fait au début quand on ouvre son resto regarder tous les jours les chiffres et essayer d'en tirer des logiques. Parfois il n'y a pas de logique en fait. Donc effectivement après il faut essayer de regarder dans sa globalité, c'est-à-dire je sais pas après un trimestre peut-être si tu vois que c'est en train d'augmenter, ouais c'est super quand tu ouvres ton resto, mais et faire l'analyse en fait, il y a ces ratios qu'on appelle le prime cost, voilà, en restauration, ça fait très McDo, mais finalement, c'est valable pour tout le monde. Il faut surveiller ses achats, il faut surveiller les frais personnels. Donc, avec les solutions digitales, on peut le surveiller assez facilement. Mais par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas surveiller. Et je pense que JB, il en parlait un peu, mais au niveau des équipes, il n'y a pas de ratio pour savoir si dans le staff, s'ils sont contents, si on a une équipe qui s'épanouit, si finalement, comme JB expliquait, il y a des reviews qui parfois sont pas légitimes, on comprend pas, ou alors il s'est passé quelque chose, mais peut-être que ça peut traduire un malaise dans l'équipe. Donc voilà, il n'y a pas de ratio pour ça. Je pense qu'il faut arriver à palper l'atmosphère de travail des équipes dans le restaurant, parler avec eux, organiser des meetings, leur dire quand ça va bien, leur dire quand ça va pas. Et finalement, c'est vrai que moi, avec le recul, parfois, je manquais j'allais pas suffisamment vers les équipes pour leur dire, les gars, waouh, c'est incroyable ce qu'on a fait cette semaine ou aujourd'hui. J'essaie de le faire maintenant. Et parfois, je donne des conseils que je m'applique pas forcément bien à moi-même, mais voilà, il faut dire quand ça vient. On va prendre un verre avec l'équipe pour les féliciter. On va faire un resto avec eux. On va essayer en tout cas, de les congratuler quand ça se passe bien. Et voilà, à l'inverse, faut arriver à dire les choses qui fâchent. Et parfois avec des pincettes, c'est pas toujours évident avec tout le monde. Mais voilà, donc les indicateurs, là, il y a tous ces ratios. Je suis sûr que si vous tapez Prime Cost sur Internet restauration, vous allez trouver tout un tas de sites qui vous expliquent voilà ce qu'il faut surveiller. Mais surveiller voilà les équipes et l'atmosphère de travail et essayer de comprendre. Voilà, ça demande pas mal de travail, c'est compliqué. Donc, j'ai pas de ratio pour ça, mais il faut s'entêter à le faire, quoi. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus, c'est évident. Donc les basiques, c'est masse salariale, c'est chiffre d'affaires et coût des achats qui sont vraiment des très basiques, mais en effet le bien-être au travail des équipes, ça n'a pas de valeur, mais c'est le curseur le plus important parce que les équipes, elles représentent notre travail depuis 5-6 ans. Elles représentent toute l'énergie que même au bout de 6 mois ou 1 an, tu vas donner dans un resto. Elles vont vraiment au moment où toi que tu sois là ou pas. C'est vraiment extrêmement important d'être attentif à ces équipes et ça passe par tout ce qu'Amaury disait, hein, mais ça passe par les écouter beaucoup. Vraiment être donc réussir à placer le curseur, c'est qu'on peut pas accepter et on peut pas écouter les recos de tout le monde, mais nous on essaie de prendre un peu des bribes de tout ce qu'on entend et puis on essaie maintenant, on est un petit peu plus organisé aussi d'organiser des événements d'équipe, d'essayer de leur poser des questions, de leur faire des questionnaires, mais vraiment on écoute en permanence quels sont qu'est-ce qui ferait leur fierté de venir travailler au quotidien? Donc c'est du zéro déchet, c'est arrêter le plastique. Nous on a arrêté complètement le plastique pour tout ce qui est emporté et compagnie. On est en train de travailler sur le fait de recycler nos déchets. Enfin et tout ça en fait c'est extrêmement vertueux parce que nos équipes sont fières de ce qu'elles font. Elles sont contentes de venir bosser, elles font du bon boulot, les clients sont contents et ça c'est hyper vertueux. Et donc ça c'est vraiment un curseur, surtout quand on a pris le parti de se détacher un petit peu de l'opérationnel, ce qu'on a fait respectivement, c'est vraiment
d'écouter les équipes et de les encourager, de les faire évoluer avec nous, de les faire grandir, de les former, d'être extrêmement attentif parce que c'est le curseur principal. Mais évidemment, ça laisse pas tous les droits, ça serait une aberration. Mais il faut vraiment justement parler très ouvertement avec eux. Enfin, voilà, on écoute tout ce que vous voulez, et puis après ça on le fait parce que vous avez raison, ça on le fait pas. Pourquoi on le fait pas? Parce que c'est une aberration, on peut pas se le permettre. Et en fait, s'il y a un équilibre qui se crée, bah tout le monde le comprend. Et puis ceux qui ne le comprennent pas, et ben c'est que ça matchait pas, et c'est dommage. Mais en même temps, c'est qu'ils étaient peut-être pas heureux ici, donc finalement il fallait mieux partir. Donc c'est vraiment la dynamique d'équipe, c'est le noyau dur de son restaurant, et c'est ce qui fait qu'un restaurant peut fonctionner, parce que si on est pas attentif à ce curseur-là, qui est pas palpable, il n'y a pas de ratio comme disait Amaury, mais c'est une priorité, quoi. Je vais juste ajouter un petit truc là-dessus, parce que j'y pensais, mais voilà, une façon de faire, c'est de la même manière, c'est de s'asseoir avec les équipes, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec les managers. M'asseoir avec eux et d'essayer de définir des objectifs communs. Parfois, voilà, c'est l'intelligence collective, c'est que on a beau être un peu, normalement un restaurant c'est assez hiérarchique, hein, et c'est un peu militaire, mais en fait avec les équipes, voilà, toutes les bonnes idées elles viennent pas que de là-haut, et donc on leur permet aussi, moi je leur permets de réfléchir à moi, je dis bah voilà moi les pistes de travail, dites-moi ce que vous en pensez, et on essaie de se réunir parfois 1 mois, 2 mois plus tard. Alors on en est où? Qu'est-ce qu'on a déjà mis en place par rapport à ce que vous voulez faire? Ça peut être une activité traiteur, tu vois, tu fais du traiteur. Au début peut-être qu'il y avait juste le resto, elle s'est dit bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Un site internet, faire ci, faire ça, etc. Et petit à petit de poser pierre par pierre et le faire avec eux. Et en fait de définir des objectifs communs, je pense que ça les met vraiment dans une dynamique où ils se sentent partie intégrante de l'entreprise et pas juste des subordonnés, quoi. Et surtout, dans la même dynamique, un sujet important, c'est le management horizontal. Et ça, vraiment, nous, tout le monde, comme disait Amaury, tout le monde a voix au chapitre, et toutes les idées doivent être écoutées. Le management vertical old school des restaurateurs avec le chef qui gueule en cuisine, ça n'existe plus. Enfin, ou du moins c'est voué à disparaître, et tant mieux, parce qu'il n'y a aucune raison que le patron, le chef, le supérieur, le manager ait plus de poids dans la prise de décision. Tout le monde a voix au chapitre. Parce qu'un restaurant, ça reste une entreprise, et en entreprise, c'est pareil, finalement, le management vertical tend à disparaître. Alors, j'aimerais beaucoup continuer à discuter de tout ça avec vous, mais malheureusement, le temps avance, donc du coup, je pense qu'il va être temps qu'on passe aux questions que vous posez, aux questions que vous avez posées. Alors, du coup, pour prendre des questions, alors, on va prendre une question qui est extrêmement globale, mais qui, je pense, est effectivement importante. Mais je pense que ce sera l'occasion de faire un petit rappel aussi pour ceux qui étaient, pour ceux qui n'étaient pas forcément là au début. Serait-il possible de développer un peu plus le lancement, création d'entreprise, les difficultés rencontrées, les apports, porter le projet devant les investisseurs, ou comme énoncé, le choix des partenaires fournisseurs? Là, je vais peut-être me répéter, mais déjà, je crois qu'aujourd'hui, moi, je l'ai pas fait, mais il y a des incubateurs de restaurants. Alors, je n'ai pas de vision, j'ai pas de beaucoup de feedback là-dessus. Alors, je sais pas si JB en a, mais je vois qu'il y a des incubateurs de restaurants. Donc, si on n'a pas fait de restauration, moi, je recommande d'aller travailler dans la restauration avant, d'en faire avant de monter son projet, mais aussi d'être accompagné par des gens qui connaissent la restauration. Donc, il y a des incubateurs. Il y a, voilà, je me répète, les réseaux initiatives, réseaux entreprendre, la BPI, comme l'a dit JB. Je pense que moi, j'avais pas du tout cette vision-là. Donc, eux, ils vont vous accompagner, ils vont vous aider à structurer toute la partie financement, de structurer le juridique, tout ce qui va permettre de vous lancer et avec un œil bienveillant. Voilà, comme dit JB, c'est pas forcément des gens qui sont là pour investir et faire en sorte que la machine, elle crache du cash. C'est des gens qui sont là pour vous aider. Et ils ont un œil bienveillant. Donc ça, sur cette partie-là. Et il y avait une deuxième partie dans la question, je crois. La partie les apports, bon, ça, du coup, vous avez un petit peu parlé, le choix des partenaires / fournisseurs. Et je les encourage après, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais nous, on a lancé Stock Market. Alors, c'est STOQUE, parce qu'il y en a plein qui tapent la bourse des valeurs. Donc voilà, c'est STOQE, MARKET. Mais voilà, nous, on a allé voir aussi d'autres restaurants, hein.
probablement, tu vas me dire, bah, qu'est-ce qui est intéressant, où tu te fournis. Nous, on essaie de faire du sourcing pour les restaurants, leur proposer des fournisseurs. Je dirais pas qu'on n'a pas encore peut-être tous les fournisseurs qui veulent. Hein. Je sais pas quel concept. Si tu vas faire un resto indien, par exemple, j'ai pas encore beaucoup de fournisseurs exotiques, mais ça viendra. Mais globalement, ouais, pour trouver le sourcing, donc il y a maintenant des places de marché restaurateurs. On a allé voir d'autres restaurants dans les incubateurs de restaurants, peut-être qu'ils peuvent vous recommander aussi tout ça. Et bah moi, j'allais jamais chez Métro, enfin donc je sais pas. Si acheter des tabliers de temps en temps ou des trucs pour le traiteur. Mais donc voilà, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de fournisseurs et du super café chez Dos Café, je crois. J'ai pas grand chose à ajouter, hein. Je partage complètement tout ce que vient de dire Amaury et je vais me répéter aussi, mais vraiment quand Amaury parle d'incubateur, pensez mentor plutôt qu'investisseur, parce que vraiment le fait d'être accompagné par des mentors dans les différents incubateurs ou réseaux dont Amaury parlait va vous aider à trouver de l'argent. Et en fait, aller chercher des investisseurs, tout dépend du degré d'ambition de votre projet. Évidemment, si vous voulez créer un réseau de 5 ou 10 restos dans les 4 ans, allez chercher des investisseurs, évidemment. Si vous voulez ouvrir votre resto de façon indépendante, comme nous on l'a fait, et avec peut-être une ambition de développement, pensez plutôt mentor et réseau incubateur. Et du coup, je peux parler de Tiller, hein, parce que tu en parlais aussi. Nous, on travaille également avec Tiller. Ils ont un réseau qui s'appelle la Frégate, qui est extrêmement poussé, où vraiment des restaurateurs, hein, comme nous, peuvent aller mentorer des projets et ça sera beaucoup plus facile. C'est le premier palier avant de penser aux investisseurs. Très bien. Autre question, qui est dirigée vers toi, Jean-Baptiste. Quel type de dépense aurait été utile et que Jean-Baptiste n'a pas fait au début? Est-ce qu'il y a un poste sur lequel tu aurais dû dépenser plus d'argent ou Je pense que ça aurait pu être sur le recrutement, mais comme je disais tout à l'heure, on a démarré avec peu de moyens, donc on n'avait pas forcément les moyens. Mais c'est vrai que si on avait recruté plus vite, on aurait peut-être pu s'aérer l'esprit et prendre le recul plus rapidement pour mieux structurer et réfléchir à comment avancer. Voilà, c'est peut-être parce qu'on était vraiment 7 sur 7 et 7 sur 7 pendant 1 an et demi, ça te flingue complètement le cerveau et ça le recrutement c'est peut-être un sujet sur lequel on aurait peut-être dû aller un petit peu plus vite, mais on n'avait pas les moyens de le faire, donc il n'y a pas de regret. Autre question, est-ce que vous avez des conseils pour trouver le bon fonds de commerce quand on se lance? Moi, les fonds de commerce, j'en ai pas acheté. Donc déjà, c'était ce que je dirais, c'est que nous, on a eu la chance de trouver des locaux de la mairie de Paris. Donc, il y a la bourse des locaux. Je crois que si on tape bourse des locaux Paris, nous, c'est la CEMA-Est, voilà notre bailleur. Finalement, on n'a pas eu trop de problèmes. J'avais trouvé sinon un fonds de commerce sur des sites classiques. Hein. Je crois que sur le Bon Coin, maintenant, on doit pouvoir trouver pas mal de choses. Je l'avais trouvé sur le Bon Coin quand on avait ouvert une fabrique de jus pressé à froid et j'avais trouvé 100 pas de porte, un petit local où on s'était lancé. Trouver le bon fonds de commerce. Il y a des agences aussi spécialisées dans les fonds de commerce pour restaurateurs. J'ai pas le nom comme ça, j'ai quelqu'un en tête, il faudra que je cherche, mais bon, en message privé, j'arriverai à retrouver quelqu'un qui peut aider là-dessus. Mais moi, nous, on n'avait pas de moyens. De toute façon, si les banques, c'est vrai, comme dit JB, les banques financent des fonds de commerce parce qu'ils savent que fatalement, en fait, on pourra le recéder. Donc, même si le resto se plante, donc effectivement, ça vaut le coup aussi puisque peut avoir déjà tout le matériel et tout équipé et puis démarrer plus rapidement. Mais non, j'ai pas. Sinon, après, j'ai pas d'autre chose à ajouter qui va pouvoir vous aider. Nous, pour la recherche de fonds de commerce, c'est vraiment, je vais citer la règle principale qui est, pour la recherche et l'emplacement, c'est une réalité. Et nous, on a vraiment compris ça quand on a ouvert notre deuxième café, puisqu'on a ouvert dans un quartier, donc les Batignolles, qui était en pleine expansion et angle de rue face à un parc. Enfin, on a coché pas mal de cases qui étaient plutôt favorables. Après, pour la recherche, beaucoup de feeling,
taper aux portes, le Bon Coin, enfin chercher. En fait, faut chercher partout et exactement, enfin moi quand je vois un lieu et je me dis là je pourrais ouvrir un café, je vais voir le commerçant. Et puis il y en a qui t'envoient balader, mais finalement t'as perdu 5 minutes et c'est pas grave. Et il y en a qui disent oui je suis à vendre, parce que malheureusement le commerce dans Paris et j'imagine un peu partout fonctionne. Le commerce de proximité fonctionne pas forcément toujours très bien, et surtout pour les indépendants. Et du coup, il y a beaucoup de fonds de commerce qui sont à vendre. Après, à partir du moment où la personne vous annonce un prix, sachez que vous pouvez en général baisser de 30%. J'exagère un peu, mais c'est souvent le cas. Et donc voilà, et pas hésiter à les taper aux portes, et puis pas se laisser abattre par 10 visites, 20 visites, 30 visites. Enfin voilà, faut en faire énormément. Et puis surtout, moi, mon feeling perso, c'est d'être aussi en harmonie avec le cédant et avec le propriétaire. Parce que ça, vraiment, ça peut cacher des choses. Hier, on a visité un local. J'ai un copain restaurateur. Je savais qu'il l'avait visité il y a un an. Je l'ai appelé directement. Il m'a dit, te mets pas dans ce. Il a passé 6 mois avec son avocat à essayer de racheter ce fonds de commerce. Et en fait, il a soulevé des pavés au fur et à mesure. Il y avait plein de procédures, plein de choses. Donc, à partir du moment où vous sentez pas le propriétaire, où vous sentez pas le cédant, n'allez pas vous mettre là-dedans, parce que vous allez perdre de l'argent, de l'énergie, et ça sera pas du tout productif. Très bien. Alors, on va passer donc à l'avant-dernière question, malheureusement, parce que l'heure tourne. On est déjà à 1 heure, mais bon, exceptionnellement, enfin, je dis ça à chaque fois, mais exceptionnellement, on va déborder un petit peu sur le temps. Comment est-ce que vous avez fait pour créer et valider vos recettes, en fait, finalement, parce que notamment sur toi, Jean-Baptiste, où tu n'avais pas forcément de formation là-dedans. Est-ce que tu as fait appel à des professionnels du secteur pour ça, ou c'était plus au feeling, ou c'était plus sur ton cousin, ou... Nous, on a différentes recettes. On a nos recettes de café dont je parlais tout à l'heure, et ça, c'est Greg, mon cousin, qui est expert en la matière et qui travaille dessus. On a nos recettes de jus qu'on fait au feeling aussi, et enfin plutôt au feeling, celle-ci, pardon, et qu'on crée. On essaie d'inventer des choses, et ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de mettre des fruits et légumes dans une centrifugeuse, et puis on goûte. Et puis ensuite, on a les recettes de food, donc sucré et salé. Nous, pendant 2 ans, on a travaillé avec un traiteur qui nous livrait de la food, parce que c'était pas du tout notre cam, et on a eu la chance d'avoir ma femme Mathilde qui nous a rejoint dans le projet, comme je disais tout à l'heure, en courant 2015, qui avait une formation juridique, donc pas du tout restauration, mais qui avait une vraie appétence à la restauration et une vraie passion pour la restauration. Et on était à 6 mois d'ouvrir notre Café des Batignolles, et elle nous a rejoint. On lui a dit, voilà, tu essaies pendant 6 mois de travailler avec nous, et si ça te plaît, quand on ouvre les Batignolles, tu vas prendre les rênes de cette cuisine. Et c'est elle aujourd'hui qui gère toute cette partie-là, et qui du coup maintenant est accompagnée de plusieurs personnes, dont un chef qui travaille avec elle, et voilà, il crée des recettes, etc. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a un labo où qui laisse place à leur créativité, et puis voilà. Après, il faut, si vous ouvrez un restaurant et que vous enfin, créer des recettes, c'est aussi beaucoup de feeling, c'est beaucoup de passion, et puis après, sinon, vraiment, si vous êtes ni vous ni vos associés connaisseurs ou amateurs de bonne bouffe, il y a des consultants, enfin, il y a des personnes qui sont là pour ça. Justement, j'en profite pour te poser une autre question qui était posée par rapport au laboratoire. C'est à quel moment du développement de dose, du coup, le laboratoire s'est-il créé? Tu t'es dit, OK, bon, maintenant, il faut qu'on créons ce laboratoire. C'était, du coup, un moment, je pense qu'il faut avoir déjà la tête hors de l'eau un peu. On a eu le déclic de créer le laboratoire quand ma femme est tombée enceinte de notre première, et elle était dans l'opérationnel. Ça faisait 3 mois qu'on avait recruté quelqu'un pour la remplacer, dans l'objectif qu'elle se détache un peu et qu'on avance personnellement. Et le jour où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, 2 heures après, le cuisinier qu'on avait recruté pour la remplacer a démissionné. Mais c'est véridique, c'est pas pour l'histoire.
Donc, avec mon associé Grégoire et Mathilde, on s'est dit, il y a un moment donné, de toute façon, on ne pourra pas continuer à développer notre projet, à avoir une régularité dans la food si on continue à être tributaire de chefs dans les établissements, sachant que on fait beaucoup de pâtisseries, on fait beaucoup de volume et dans les établissements parisiens qui sont en général assez confinés, où on a des petites cuisines, on était fermé le lundi, on faisait de la production en volume. Enfin, tout ça était trop fragile pour pouvoir être périn et nous permettre de nous développer. Donc, quand il y a eu cette petite scène qui est anecdotique, mais qui nous permet d'avoir des déclics, on s'est dit, il faut vraiment qu'on pense le futur différemment pour être beaucoup plus structuré et donc voilà. Et donc, pour une autre anecdote qui la concerne également, le jour où elle a accouché, on a eu également une démission d'un cuisinier, et donc ça a confirmé le projet d'ouvrir un laboratoire. Et donc quand elle est revenue, on a travaillé sur ce projet-là, et on a pareil trouvé un local dans un emplacement bis où on a pu ouvrir ce laboratoire qui nous permet d'alimenter nos établissements, mais du coup qui a aussi des charges assez importantes, et c'est pour ça qu'on a vachement développé le B2B en pâtisserie. On approvisionne pas mal de coffee shop en pâtisserie l'événementiel parce que il fallait dépoter des volumes plus importants que simplement nos deux établissements. J'en profite parce que nous aussi on a ouvert un labo. En fait, après il y avait déjà le Bob's Juice Bar, après Bob's Kitchen qui est Kitchen Paris aujourd'hui, et on avait eu l'opportunité d'ouvrir Bob's Bake Shop dans le 18e qui était beaucoup plus grand. On a fait une grande cuisine, etc. Mais je rejoins JB là-dessus, c'est beaucoup de charges. Donc pensez bien que avant d'ouvrir votre labo, je crois que j'étais passé, je voyais qu'ils avaient pas de place pour produire, etc. Mais il faut avoir déjà, il faut vraiment être sous la contrainte. C'est-à-dire que on n'ouvre pas un labo juste pour dire ah c'est cool, je vais ouvrir mon labo, j'aurai de la place. Ah non, parce que derrière, effectivement, il faut produire, il faut pouvoir payer les charges du labo. Un labo, c'est pas voué en fait à être très rentable. Donc c'est voué à pouvoir alimenter d'autres emplacements. Donc si vous n'avez pas une stratégie, soit effectivement beaucoup de traiteurs, installer une torréfaction, je sais pas, donc de générer du business supplémentaire. Si c'est juste pour soulager un ou deux petits emplacements, à mon avis, vous êtes probablement dans le mur. Donc il va falloir réfléchir. Ok, c'est quoi les next steps? Je vais en ouvrir plusieurs peut-être, plusieurs petits emplacements avec ce labo qui alimente. Mais il faut faire bien attention avant de se lancer dans un labo à avoir une vraie stratégie de dire qu'il va falloir vraiment fournir et produire et rentabiliser ce labo. Sinon, ça sert à rien. Très bien. Dernière question avant de rendre l'antenne. Quelqu'un qui souhaite qu'on revienne sur les outils numériques que vous utilisez, parce que du coup, vous avez parlé de Tiller. Quoi d'autre pour vous assister au quotidien? Voilà, je vais reciter Snapshift. Moi, Snapshift, j'ai Tiller. Nous, on fait de la livraison. On a les Deliveroo, Uber Eats. Je les ai un peu tous faits. Hein. Très honnêtement, je pense que j'ai eu un peu tous les trucs nous, on fait pas trop de réservations, donc j'utilise pas vraiment des outils de réservation. On utilise bien sûr les réseaux sociaux. Je pense que effectivement, il y a cette différence par rapport à il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, un resto qui est pas sur Instagram, etc., presque il n'existe pas, quoi. Ou alors, soit le type est super fort et a un concept tellement puissant, et je dis là, je tire mon chapeau, qu'il a même pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent chez lui. Mais donc effectivement, on doit gérer ces réseaux sociaux aussi. Donc moi, dans le restaurant, j'ai quelqu'un qui s'en occupe. J'ai délégué ça. C'est pas ma tasse de thé. Hein. Limite, avant d'avoir juste de récupérer le resto et de se séparer de mon associé, j'avais même pas Facebook ni Instagram sur mon téléphone. Donc j'essayais de m'en passer. Voilà. Donc il faut gérer tout ça donc réunir tous ces outils digitaux, les gérer. Donc c'est un boulot presque parfois en plus. Mais donc il y a des outils effectivement qui font gagner du temps, et j'ai Stock Market bien évidemment pour mon resto. On utilise à peu près les mêmes réseaux, enfin les mêmes outils. On n'a pas d'outil en particulier. S'il y a un outil qu'on utilise pas mal, nous, c'est le Drive pour travailler avec nos équipes, pour travailler en interne, et même on a certains fournisseurs aussi sur lesquels on travaille donc pour des prises de commandes ou pour des suivis de livraison, etc. Et ça, c'est vraiment un outil qui est incroyable parce que pour nous, restaurateurs, entrepreneurs nomades, avoir un ordinateur, une connexion internet et pouvoir bosser de partout, c'est extrêmement important, quoi. Et comment?
Et si oui, on travaille avec Slack. Slack, c'est encore, enfin, c'est tout nouveau. Enfin, c'est pour le moment, on travaille juste entre associés et on a 2 personnes de l'équipe qui travaillent avec nous sur Slack, mais c'est les prémices pour éviter aussi l'abondance de messages WhatsApp, parce que ça, pour le coup, c'est un réseau qu'on utilise beaucoup dans la restauration WhatsApp, et mais du coup qui a des limites vie privée, vie professionnelle. Donc pour nous personnellement, c'est pas problématique parce que de toute façon, on n'a pas vraiment de moment où s'arrête notre journée. Où ouais, si on a une vie privée, mais en tout cas samedi, dimanche, pendant les vacances, on est toujours disponible et content de voir un peu ce qui se passe parce que tout a l'importance. Mais surtout, en revanche pour nos équipes, couper WhatsApp le week-end ou pour le coup la semaine, parce qu'on est des métiers de restauration qui bossent beaucoup le week-end. On est en test depuis 6 mois sur Slack pour essayer d'avoir une communication un peu moins intrusive sur les sujets de fond qui nécessitent pas une immédiateté de la réponse. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette discussion. C'était ultra intéressant. Je suis désolé, il reste encore quelques questions sans réponse, mais malheureusement, on a déjà débordé j'ai pas de montre sur mon poignet, je veux dire, on a débordé de 12 minutes déjà. Donc, malheureusement, on va devoir rendre l'antenne. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Mais de toute façon, vous savez, les séminaires et les webinaires, pardon, on en organise très souvent. Donc, le prochain est déjà prévu pour le 30 mars avec Victor et compagnie, qui est donc une boulangerie basée à Lyon. Donc, pareil, on va poser beaucoup de questions cette fois sur la boulangerie. Merci encore de nous avoir suivis. Si jamais vous êtes intéressé par Snapshift, vous pouvez toujours aller sur notre site pour pouvoir faire une demande de démonstration de l'application. C'est une solution de planning, donc du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et pour ceux qui nous connaissent, je veux répondre à une question qu'on nous a beaucoup posée à juste titre, qui est, mais que signifie donc ce fameux drapeau et ce fameux logo? Même pour vous, comme ça, si jamais vous voulez un peu frimer en société, ben, vous pourrez le dire. Eh bien, en fait, pour que vous sachiez, le drapeau a 3 significations. Le premier, c'est que, en fait, chez Snapshift, on est un peu une tribu, on est un peu un squad, on a un esprit de cohésion qui nous caractérise énormément et qui du coup est représenté naturellement par un drapeau. C'est un peu le pays Snapshift, si je puis dire. On est rassemblés par les mêmes valeurs et par les mêmes engagements, donc qui représente la deuxième raison pour laquelle on a choisi un drapeau, c'est que Snapshift, c'est avant tout un engagement, c'est avant tout un état d'esprit, c'est un état d'esprit dans lequel on considère que l'humain doit être au centre des opérations, que ce soit dans un restaurant, dans une boulangerie ou dans un magasin d'une façon générale. Et en fait, nous, on a envie d'aller planter ce drapeau dans toutes les entreprises et tous les magasins qui croient en cette vision où l'administratif et toutes les tâches qui vous éloignent du quotidien sont gérées et où du coup, il n'y a plus que l'humain l'humain est vraiment au centre de toutes les opérations. Et la troisième raison, c'est en fait le drapeau. C'est un petit peu un point de repère, en fait, si vous voulez. Quand vous naviguez un peu à vue, quand vous êtes un peu dans le brouillard, ce qui est un peu le cas dans 90% des cas dans la restauration ou dans les magasins, dans les boulangeries, où c'est toujours un petit peu la tempête, si je puis dire, eh bien, le drapeau sur Snapshift, eh ben, c'est là où il y a les informations, c'est là où il y a le planning, c'est là où l'équipe se repère sur la messagerie, et c'est là où il y a les informations dont vous avez besoin. Donc, c'est un petit peu, voilà, le point de repère dans l'entreprise. Et enfin, pourquoi du coup le nuage et les rayons? C'est parce que comme je vous ai dit, les nuages, c'est parce que c'est souvent la tempête, c'est souvent un peu le chaos en fait dans la restauration et dans les autres métiers du retail. Et donc, mais il y a des rayons derrière parce qu'avec Snapshift, on est là pour apporter une éclaircie, pour apporter de la lumière dans ce monde où c'est un petit peu la tempête en permanence, et aussi le nuage naturellement parce que c'est le cloud, c'est le numérique et c'est une application, ce que nous sommes. Voilà, donc maintenant vous pourrez frimer en société ce soir, comme vous sortirez même ce week-end. Donc du coup, inscrivez-vous vite dès maintenant pour notre prochain webinaire. Et si vous voulez faire une demande de démonstration, faites-le sur notre site internet. Merci beaucoup à vous encore de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.